Et bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien ce soir sur votre canapé ou votre lit. Ce soir, si je vous parle de quelqu'un qui était aussi une série et un téléfilm que nous regardions et qui cartonne encore aujourd'hui. Et de temps en temps, j'aime bien regarder un peu les vieilles séries comme ça, et notamment une série policière. Si je vous parle d'un petit bonhomme avec un cigare et un imperméable marron assez vieux, et accompagné de son chien favori à longues oreilles et un peu pantouflard, suivi d'une très très vieille voiture, à qui cela vous fait penser? Je suis sûr que ça ravit vos souvenirs. Eh ben oui, ce soir, nous allons parler de Columbo. Ce personnage vraiment qui a marqué beaucoup de générations et que même la génération aujourd'hui découvre justement ce personnage. On avait toujours plaisir de regarder le samedi soir ou le dimanche après-midi des téléfilms de la série, de téléfilms je veux dire, de Columbo. Car Columbo existait en série et après a été tourné en téléfilm. Mais on a plus souvenir quand même des téléfilms que de la série. Et pourtant, cet extraordinaire personnage qui était joué par Peter Falk, qui nous a quittés maintenant, mais qui nous a quand même laissé un bon vieux Columbo. Et donc ce soir, dans ces contes de la crypte spéciale Columbo, nous allons parler un peu de ce personnage pour que vous puissiez le connaître un peu mieux. Voilà. Ah, je suis sûr que pour les plus de 50, 60, 40 et 35, ça vous redonne des souvenirs. Mais oui, moi j'avais toujours plaisir de regarder un bon vieux Columbo à la télé avec un petit whisky ou un petit martini pour accompagner. Me poser devant la télé comme ça et à regarder un peu ce formidable policier et plus qui arrive à trouver qui est le meurtrier. Mais nous reviendrons un peu plus en détail sur ce personnage et pourquoi ces téléfilms avaient été tournés de cette façon. Moi, je trouve que le concept était très intéressant. Voilà. Allez, ce que je vous propose, c'est de commencer avec quelques images pour commencer notre soirée spéciale Columbo. Donc, on va faire comme à l'ancienne. On va éteindre la lumière avec la petite musique derrière pour commencer notre émission.
Alors, Columbo, c'est l'imperméable, c'est la 403, c'est le succès mondial. À chaque fois que la série passe sur TF1 en France, il y a à peu près 9 à 10 millions de téléspectateurs. Alors, qui est le père de Columbo? Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Columbo, c'est vous à 100%? Non, Columbo, initialement, c'est une pièce de théâtre qui avait été écrite pour Broadway par Livingston et passée un soir seulement. Ça a été un flop à Broadway. Le comédien était un acteur de composition qui s'appelait Thomas Mitchell, qui avait joué d'ailleurs dans Autant en emporte le vent. Et Joseph Cotton était le psychiatre. Mais en tournée, la pièce a très bien marché. Ça a été le début de Columbo, vous voyez. Ensuite, c'est arrivé en série télévision. Vous avez été choisi par qui et pourquoi? J'étais pas le premier choix. Le premier choix, c'était Bing Crosby. Mais Bing Crosby devait participer à un tournoi de golf. Et donc, je suis très reconnaissant au golf parce que c'est grâce au golf que je suis là. Bing Crosby avait refusé, n'est-ce pas? Alors le scénario prévoyait la 403, prévoyait l'Impair. Non, il n'y avait pas de Peugeot et pas d'Impair. Non. C'est moi qui ai choisi la Peugeot. Pourquoi? Ah, pourquoi diable est-ce que j'ai choisi la Peugeot? C'est une bonne question, ça. Hein? Je suis allé au garage pour choisir une voiture. Il y avait là 300 voitures, mais elles se ressemblaient toutes. Des Chevrolet, des Ford. Ça me plaisait pas du tout, non. Je m'apprêtais à tourner les talons et en sortant, j'ai vu cette voiture tout à fait au fond. Elle était très loin. Et puis il y avait un petit bonhomme qui était là. Alors je lui ai dit... Qu'est-ce que c'est que cet engin? Et j'ai dit, voilà, c'est la voiture qu'il me faut et je ne peux pas vous dire pourquoi. Il avait un certain caractère, une personnalité. Il me semblait que c'était justement le genre de voiture que le personnage utiliserait. Une voiture pas comme les autres, voyez. Je savais même pas que c'était une voiture française d'ailleurs, mais enfin c'était un très bon choix. Quant à l'Impair, il se trouve que c'était mon Impair à moi. J'étais à New York, il pleuvait, j'ai acheté cet Impair en vitesse et quand il a fallu acheter des accessoires pour le personnage, j'ai dit non, j'ai ce qu'il faut. J'avais mon propre Impair, mes propres chaussures, mon propre costume, tout ça c'était à moi. Et j'ai dit, ben il faut changer la couleur. Et voilà, c'était fait. 25 ans de succès et ça va continuer car je crois que vous allez tourner à nouveau des séries de Columbo. Oui, c'est vrai, on va en faire d'autres. Enfin, si on arrive à trouver des scénarios. C'est très difficile de trouver de bons scripts. C'est le principal problème, vous voyez, trouver de bons scénarios. Mais enfin, je pense qu'on y arrivera. Parmi les réalisateurs des séries de Columbo, il y a bon, j'imagine que tous les réalisateurs, vous les appréciez, sinon ils n'auraient pas tourné les séries, mais je crois qu'il y a des réalisateurs de cinéma. Il y a Spielberg qui a tourné un Columbo. Oui, Spielberg a tourné un épisode de la toute première série, le deuxième d'ailleurs, le deuxième. On avait fait venir ce jeune homme que je ne connaissais pas et on m'a dit, voilà, c'est lui qui va réaliser. Et le troisième jour, j'ai dit au producteur, non, mais lui il est trop bon pour nous, il est trop bon pour faire ce genre de boulot, il est trop bon pour faire de la télé. J'ai été très impressionné, très impressionné par son travail, vous voyez, très impressionné. Et Cassavetes? John, évidemment. John, il n'y a personne comme lui. Personne. John, c'était vraiment un homme très original. Il y a beaucoup de gens dans ce métier qui ont infiniment de talent, c'est vrai, mais il y a très peu de gens qui sont vraiment des originaux. John était un de ceux-là. Il était très en avance sur son temps, à la fois sur la teneur des films et sur la façon dont les films se tournaient. J'aime cet homme, voyez, j'aime cet homme. Y a-t-il eu un lien entre Cassavetes et Columbo? Oui, il a tourné. John a joué dans la deuxième série de Columbo comme guest star. Mais de temps en temps, quand j'avais un problème avec le scénario, je lui téléphonais, je prenais un crayon et je lui disais « Bon, rédige-moi une scène ». Et il la faisait tout de suite, au téléphone, alors que nous étions sur le plateau en train de tourner. Et quand j'arrivais à le joindre, je disais « Voilà, je le note, on va le tourner tout de suite ».
C'est la première fois que je dis ça, vous voyez, c'est tout à fait inédit. Vous êtes le premier à qui je le dis. C'est une chose qui est arrivée, c'est une chose qui m'est arrivée, vous voyez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, vous êtes à Paris pour un hommage qui vous est rendu. Vous êtes sensible aux hommages? Est-ce que j'aime ce genre d'hommage? Oui. Ouais, disons-le, oui. Je dis oui. Oui. Alors nous allons voir maintenant un reportage consacré à votre séjour à Paris, d'un plateau de télévision à une remise de décoration par Gérard Depardieu et puis au festival de Saint-Denis. Hôtel de Crillon, place de la Concorde. Peter Falk est à Paris depuis 4 jours. Mais pour la première fois depuis son arrivée en France, les photographes ont droit à une séance officielle. Ils ont 5 minutes pour tirer le portrait du lieutenant Colombo. Much better than in the United States. Much better. The only thing we need now is to open. Oh, here it is. It has that too. Invité d'honneur du Festival de cinéma de Saint-Denis, Peter Falk se plie aux règles de la conférence de presse. L'homme est double. D'un côté Colombo, de l'autre l'acteur fétiche du réalisateur américain John Cassavetes. Cérémonie suivante. Pour honorer Peter Falk, Gérard Depardieu va le faire chevalier de l'ordre des arts et lettres, tout en essayant de calmer les photographes. Oh, mais ils sont chiants, hein, vraiment. On peut se calmer là. Gérard, Peter, à droite s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes aussi un fan de Colombo à la télévision? Absolument. J'aime beaucoup Colombo. Is it a friend of yours? No. But you love him as an actor. Yes, I love him as an actor, and I know what he's doing for John Cassavetes. That tells me about what he is. Reculé. Difficile pour Peter Falk de passer inaperçu. À Saint-Denis, il vient rencontrer son public. Mr. Falk, are you enjoying your stay in Paris? It's not too rough. It's rough. No, it's not rough. What's rough? C'est beau. Allez, reculez. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, quand des malfaiteurs cambriolent un appartement, pour quelle raison est-ce qu'ils perdraient un temps précieux à allumer le chauffage? Je vois pas pourquoi il le ferait. Ils ne le feraient pas. Où les voit venir? Alors, s'ils l'ont pas fait, qui l'a fait? I know you like French food. What's your favorite dish? Fillet of sole meunière. Do you think you'll enjoy that now? I hope so. Good luck. Mais après une journée de tournée à Paris, à minuit et demi, Peter Falk a dîné d'un magret de canard. Le menu avait été décidé à l'avance. Vous êtes toujours arrivé à trouver votre propre équilibre et votre réussite entre Colombo, qui est très à la fois pesant et un énorme succès pour vous, et le cinéma dans des univers qui sont très différents. Vous venez de parler de Cassavetes, on peut parler de Wim Wenders. Comment vous vous y retrouvez dans tout ça? Comment je m'y retrouve? Vous savez, ça me rappelle un peu ce film de Charlot, où l'autre personnage est milliardaire le jour et poivreau la nuit. Colombo, c'est assez banal, ça plaît à tout le monde, alors que certains films que j'ai faits sont moins grand public. C'était des films à petit budget, vous voyez. Remarquez, je suis ravi de faire les deux. J'ai toujours été attiré par les films différents. Ceux de John Cassavetes, de Wim Wenders, etc. J'aime aussi ce genre de film. Vous qui avez choisi votre voix, la voix qui vous double en français, la voix de Serge Sauvion, qui double aussi cette interview pour nous à Télédimanche. Non, franchement, non, je n'ai pas choisi la voix. Non, je n'intervenais absolument pas dans le choix des personnes qui ont doublé Colombo dans les différents pays du monde. Mais c'est un acteur formidable. D'ailleurs, je l'ai rencontré en 1973, quand je suis venu à Paris. C'est un gars formidable, oui. Très bien. Vous aimez venir à Paris? Bon, la réponse en général des acteurs américains est toujours oui. Oh, yes. Oui, moi aussi je dis oui. Je dis oui, j'adore Paris. Oui, évidemment. J'adore la cuisine, la ville, Paris. En 1950,
Donc il y a 46 ans. J'étais jeune à l'époque. J'étais amoureux d'une femme qui vivait tout près d'ici. Et j'étais venu la retrouver ici. C'était à Billancourt, qui était une banlieue ouvrière à l'époque. Billancourt, ouais. Oui, Billancourt. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de Paris. Bien, Peter Falk, je vous remercie de nous avoir reçus. Les questions sur Colombo, il n'y a pas des jours où vous en avez marre? Est-ce que j'en ai marre de parler de Colombo? Non, franchement, non. Bon, quelquefois, les questions sont évidemment un peu répétitives. C'est vrai, ça, mais j'ai beaucoup d'affection pour le personnage. Il m'inspire et je peux en parler pendant des heures. Si on ne pouvait pas faire quelque chose, vous je vais me faire engueuler par ma pas de femme. mal à la faire sauter. Dites-moi, pourquoi admirez-vous tant Peter Falk? J'admire Peter Falk d'abord parce que il me paraît très proche du personnage inventé par Charlie Chaplin qui s'appelait, je crois, Charlot. Eh bien, Peter Falk, lui, a inventé Colombo et ça restera dans la mémoire, c'est déjà dans la mémoire collective. Ça va, le chien? Ça va bientôt arriver. Je vous en prie. Monsieur Peter Falk, si vous m'écoutez, si vous voulez bien être attentif, j'aurai un excellent scénario à vous proposer, avec une énigme extraordinaire, en béton, j'espère. Voilà. Jean-Marc Pilas a rencontré ce professeur. Il l'a rencontré cet après-midi à Aix-en-Provence, c'est loin de Paris quand même. Eh bien, il vient d'arriver sur le plateau, je l'aperçois ici. Il est juste derrière vous. It's a pleasure. Thank you. You're fantastic. I'm sorry. You are fantastic. I am just a copy. I can't tell you how much I enjoy. You are like my father, okay? You accept this. Well, you're better than me. Oh, no, I think no. My wife sometimes is very happy, yes, but no, you're the best for me. Yes, you are the best. Bien, parce que si ça continue, je vous laisse les clés, vous allez pouvoir dîner ensemble. I'm sorry. Vous vous retrouvez tout de suite après le journal. Oui, parce que je suis sur une enquête. Je vous prie de Peter m'excuser. Falk. Thank you. Vous venez de jouer dans le... Ça va être difficile de reprendre le cours de l'interview, là.
we're going to be making some more En fait, on va faire encore d'autres numéros, d'autres éditions de Colombo. Bon, je vais pas parler constamment des accords, des contrats, etc. Mais bon, on va faire d'autres Colombo. Alors pourquoi êtes venu participer au 10e anniversaire du Festival de Saint-Denis? Je suis venu essentiellement pour trois grandes raisons. D'abord, pour goûter la cuisine française. Deuxièmement, parce que j'aime beaucoup les Français. Le fait qu'ils apprécient John Cassavetes, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Oui, c'était votre ami. Oui, c'était mon ami. Il a été bien reçu en France, bien accueilli. Et puis ici, ce festival, c'est quelque chose qu'il aurait beaucoup approuvé lui-même. C'est quelque chose qui est dédié aux jeunes réalisateurs français, aux jeunes comédiens français. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'esprit. Et puis on a dit qu'on allait passer deux films de Colombo donc je pendant mon séjour. Vous restez combien de jours? Je m'en vais lundi. Vous avez le temps ce soir de regarder Colombo dans Ombre et Lumière, c'est le titre en français. Je sais pas si j'aurai le temps, mais enfin si je peux, si on passe à la télé, je le regarderai. Mais d'abord, il faut aller dîner au restaurant. Alors une dernière question, quel est le prénom de Colombo? Est-ce qu'on va le découvrir dans ce numéro Colombo ce soir? Le vrai prénom de Colombo, on connaît que votre nom, on ne connaît pas votre prénom. Il a un prénom, Colombo? Son prénom c'est lieutenant. Eh bien mon lieutenant, merci d'être venu avec nous ce soir. Ah, ce Peter Falk et ce Colombo, ça rappelle des bons souvenirs, ça, quand même, pour notre génération et pour la génération qui a eu bien avant nous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Colombo, la série télévisée policière américaine créée par Richard Levinson et William Link. Donc, après 2 épisodes pilotes, en 1968 et en 1971, la série est diffusée au début sur les réseaux NBC. De 1971 à 1978. Comme l'un des programmes tourments de l'émission, NBC Mystery Movie, la série est ensuite diffusée moins fréquemment sur les réseaux ABC en 1989 et en 2003. En France, la première série est diffusée du 20 décembre 1972 sur la première chaîne de l'ORTF ou au 3 mai 1980, ensuite sur TF1. La deuxième série diffusée à partir du 7 juin 1992, aussi sur TF1, et au Québec à partir du 4 juillet 1974, à la télévision de Radio-Canada, puis rediffusée sur le réseau TVA. Le rôle titre de Colombo est interprété par l'acteur Peter Falk. Donc Falk. Colombo
C'est un inspecteur de police. Son grade de la police américaine est celui de lieutenant de la brigade criminelle de Los Angeles, comme on connaît LAPD. En apparence un peu simplé, brouillon et laborieux, il se révèle en fait quelqu'un de très intelligent, perspicace et obstiné. Au-delà de sa personnalité, le personnage principal d'originalité de la série réside dans le fait que le spectateur connaît déjà le début du crime, de l'épisode, et qui est donc l'assassin, et bien souvent le mobile de son crime. Pourquoi ? Eh bien, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, pourquoi dans Columbo, on découvre le crime au tout début ? Eh bien, en fait, c'est ça qui est subtil. C'est qu'en fait, on vous démontre comment le criminel se déroule, le crime se déroule, comment il va essayer d'effacer les preuves pour ne pas être pris, pour voir à ce moment-là comment Columbo va le prendre au piège. C'est pour ça que on vous montre comment le crime se déroule au début. Moi, je trouve que c'est original parce que du coup, ça fait que vous découvrez le crime commis, et après, vous découvrez Columbo qui mène son enquête et comment, petit à petit, pièce par pièce, indice par indice, il va découvrir qui est le vrai coupable. Eh oui. Je me rappelle, j'avais un ami qui s'appelle Thomas, que je connais depuis des années. Il n'avait jamais vu de Columbo et il m'a posé la question. Il m'a dit: mais Fred, pourquoi on voit le crime, comment ça se déroule? Et bien je lui ai expliqué les raisons, comme quoi c'était pour montrer comment Columbo, l'inspecteur et le lieutenant Columbo, plutôt le lieutenant Columbo, va mener l'enquête. Alors bien sûr, si vous avez remarqué dans ce type de série, c'est surtout ceux qui sont les plus riches qui commettent des crimes. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ils touchent des millions de dollars, tandis que notre pauvre lieutenant touche pas grand-chose. Donc, on pourrait le faire passer du pauvre au riche. Mais oui, à l'époque, il était important de montrer que les riches pouvaient conspirer sur certaines choses pour un héritage ou pour de l'argent, voilà. Et je suis sûr qu'encore à notre époque, ça existe. Combien de gens, de familles, sont en train de se détruire pour toucher l'héritage? Il y en a beaucoup. Ça a été le cas pour Johnny, quand il nous a quittés. Ça a été le cas pour plein d'autres. Donc, dans cette société, on va dire, de ce côté-là, c'est très très mauvais quand même. Voilà. Mais bon, c'est ça qui fait le succès de Columbo. C'est de un peu s'en prendre un peu aux riches, voilà, parce que beaucoup ne paraissent pas comme ça, mais font de vilaines choses. Voilà, donc pour en revenir à la présentation de la série, en fait, la particularité de la série Columbo est de montrer au début de chaque épisode la préparation du meurtre et de sa réalisation, à l'exception de l'épisode 60. À chacun son heure, pour le titre. Ou, en deuxième, aucun meurtre n'est commis. Ainsi, contrairement aux fonctions policières habituelles, le téléspectateur sait immédiatement qu'il est l'assassin et comment il a échafaudé son crime. La question n'est donc pas qui est le meurtrier, ou si Columbo va réussir à prouver sa culpabilité, mais comment il va démasquer celui-ci. Voilà. Ça, c'est la petite particularité de Columbo.
Cette inversion des codes en matière de résolution, d'enquête criminelle, ainsi que costume, une nouvelle forme de suspense. En outre, Columbo répète assez rapidement le coupable, repère assez rapidement le coupable, qui s'avère toujours être membre de la haute société de Los Angeles, bien sûr, et appartient à l'entourage immédiat, familial ou professionnel. De la victime, l'assassin va immanquablement chercher à orienter Columbo vers ou plusieurs fausses pistes pour essayer de le tromper. Mais Columbo est une personne très intelligente et il ne se laissera pas prendre si facilement. Pourtant, je me rappelle que dans un épisode avec William Shatner, qui jouait le capitaine Kirk dans la série Star Trek à l'époque, où là, notre acteur joue une personnalité mauvaise, malgré qu'il joue un meurtrier qui est très très intelligent, à un moment, Columbo a des doutes. Et limite, le criminel risque d'être, donc William Shatner, risque de s'en sortir. Mais notre cher inspecteur, lieutenant Columbo, va persister et va essayer de trouver des incohérences et d'autres pas. Donc, il va continuer à la recherche et le prendre peut-être même par sa propre faiblesse. Voilà. Mais je me souviens que dans cet épisode, il y a une partie où il a des doutes, et c'est la première fois que dans un Columbo, on découvre l'acteur a des doutes sur l'enquête qu'il est en train de mener de ce personnage fantastique et policier. Voilà, donc on parlait des pistes sans qu'ils apparaissent. Certains pour les téléspectateurs de savoir à quel stade l'inspecteur a démasqué totalement. Puis le confondra grâce aux petits détails qui ne sera révélé qu'à la fin de l'épisode. Toutefois, ce mobile n'est pas toujours évident au début de l'épisode. Lorsque le meurtre a lieu, par exemple, dans l'épisode The Game of Sable, donc le grain du sable, le mobile peut aussi ne jamais être évoqué pendant l'enquête de Columbo, qui se contente uniquement de dénicher le coupable, par exemple, dans un épisode, comme Playback. Parmi les séries télévisées de la série Columbo, et car particulièrement dans la mesure où il n'y a pas de générique musical, comme à tous les épisodes, hormis une ritournelle Is Old Man, voilà, qui revient épisodiquement, généralement sifflée par Columbo et parfois octet. Les habillages musicaux, les épisodes ont été confiés à plusieurs compositeurs pour des besoins spécifiques dans des scènes, des scènes. Peur, terreur, violence, etc. Ces compositeurs sont appelés à la demande et n'ont jamais été crédités au générique. Il s'agit, par exemple, de Dave Grusin, voilà, ça c'en est un, Dick Bernaditte, voilà,
Bernardo Selgal, Patrick William, Billy Goldberg, Gilles Mellet, John Cavaras et Olivier Nelson. Voilà. Les images et le graphisme du générique de la série ne sont pas identiques à chaque épisode, mes amis. Notamment pour les épisodes comme le pilote ou la police d'écriture. Des génériques ne suivent pas de code particulier. Par exemple, les génériques du téléfilm de 1968 et du pilote de 1971 sont en blanc et ne mentionnent même pas le nom de Columbo. De même, le générique de fin du pilote défile de haut en bas, ce qui est unique dans toute la série. De manière générale, les épisodes suivants ont un générique de couleur jaune. En fait, on passe d'une série à un téléfilm, des fois, et j'ai même vu qu'il y a même des téléfilms ou des épisodes de séries qu'ils ont ressortis et qu'ils ont prolongé pour en profiter un peu plus. C'est-à-dire qu'ils ont tout refait et ils ont prolongé les épisodes, qui fait que si vous voulez avoir les saisons, vous pouvez avoir les saisons, mais vous risquez d'avoir les saisons prolongées, ce qui n'est pas plus mal. Du coup, ça va réduire le nombre d'épisodes pour votre Blu-ray ou votre DVD, bien sûr. Seul content de l'inspecteur Columbo est incarné par Peter Falk tout au long de la série. Et avant de vous parler de l'historique de la diffusion, je vous propose de vous montrer un petit extra, si vous voulez bien. Direct de ses studios de Los Angeles, le commentateur et analyste très controversé Fielding Chase. Dans votre maison, après avoir entendu les coups de feu, vous avez aussitôt alerté la police depuis votre voiture. Mais comment avez-vous pu le faire d'ici, monsieur? Puisque ça ne passe pas à cause de la montagne. C'est parce que je n'ai pas appelé de cet endroit. Ce devait être de plus loin. Nulle part sur cette route à l'heure où le meurtre a été commis. Je suppose que ça pourrait se débattre. Après l'avoir fait, vous avez appelé de plus loin, d'où pouvaient passer les signaux. Ouais, ça bouge. Je mène l'enquête. Et pour l'instant, je n'ai pas obtenu d'indices ou d'informations.
continuons notre description de Columbo. Ah, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, je crois pas. Voilà, donc, on repart sur l'historique de la diffusion. Même si je vous en avais dit un peu au début, là je vais vous en dire un peu plus, bien sûr. Peut-être pour vous ça sera du déjà entendu, mais allons-y, prenons plaisir. Oh, oh, oh. En France, la première série a été diffusée le 20 décembre 1972 sur la première chaîne, les RTF, donc ça vous le savez. Donc ça, je vous l'ai mentionné au début. Voilà. Et la deuxième série à partir du 7 juin 1992. Sur TF1, après la mort de Peter Falk, TF1 rediffuse l'ultime épisode de la série en première partie de soirée en juin 2011. À partir de là, série est disponible depuis février 2020 sur la plateforme Prime Video et Amazon, si jamais vous avez envie de les revoir. Maintenant, parlons de la production, créateur et source d'inspiration au sujet de Columbo. En 1960, William Link et Richard Levinson présentent dans une émission de la NBC une enquête appelée Enron Rope en anglais, résolue par un inspecteur du nom de Columbo. Ces deux acteurs en font ensuite une pièce de théâtre intitulée Prescription Mulder. Et en français, Prescription Murder. Dans la première, voilà, est jouée en 1962. Donc, dans la première est jouée en 1962 à San Francisco. Elle sera ensuite jouée en France sous le titre de Meurtre sous prescription, en titre, autre titre, voilà, hors celui que je vous ai mentionné, voilà. Et en 1967, les acteurs l'adaptant pour un téléfilm diffusé en 1968 par NBC, où le rôle de Columbo est interprété par Peter Falk. La série vient à la suite de ce téléfilm. Ce personnage créé par les scénaristes William Link et Richard Levinson s'inspire en partie de l'inspecteur Fisher dans le film Les Diaboliques, ainsi que dans et de Olifri Pantovich dans Crime et Châtiment, et du père détective Père Brook. Réalisateur de quelques épisodes, notamment un qui était très jeune à l'époque et qui a tourné, mes amis, un épisode de Columbo. Et oui, peut-être que vous l'ignorez, du moins pour les personnes qui regardent la série ou qui découvrent la série, eh bien, il faut savoir que Steven Spielberg a fait un épisode de Columbo. Et aussi Jonathan Dahmer, voilà, où tous deux réalisateurs respectifs
un épisode lors de leur début. Voilà, Steven Brocco quand à lui était l'un des scénaristes de Patrick M. Coban et de John Cassavetes et ont à la fois réalisé et interprété plusieurs rôles dans différents épisodes. Donc, Peter Falk, incarne l'inspecteur Colombo et donc la voix française qui la double merveilleusement bien. On voit qu'il s'est imprégné du personnage de doubleur français. C'était vraiment très très bien fait. Je veux parler de Serge Sauvignon, voilà, Sauvignon. Mais bon, il y a eu d'autres doublages avant Serge Sauvignon, hein. Il y en a eu 2 autres, mais bon, ils n'ont pas duré. Après, on a gardé Serge Sauvignon car la voix correspondait bien avec le personnage que jouait Peter Falk. Hein. Et d'ailleurs, Peter Falk l'a rencontré une fois, son doubleur. Voilà, car il ignorait totalement qui allait faire le doublage français à l'époque. Les autres doubleurs qu'il y a eu avant Peter, avant Peter Falk, le personnage a été interprété par 2 acteurs. Brett Friend, voilà, Brett Friender, un acteur américain qui n'a pas été reçu, et Tom Michel, voilà, qui n'ont pas interprété le rôle. Je pense que ils avaient dû, ils ne devaient pas faire l'affaire. Après, nous n'avons pas, je pensais qu'il était écrit les 2 doubleurs avant, et en fait non, ils ne sont pas inscrits, donc je ne pourrais pas vous en dire un peu plus là-dessus, mes amis. Ah, quoique, il y a ça qui est intéressant. Brett Friend incarne Colombo en 1960 pour l'épisode Enough. Voilà, la série télévisée de Sherry Mystery Show, diffusée par NBC le 31 juillet 1960. L'histoire est l'adaptation de la nouvelle Dead Corpen Delistis de William Link et de Richard Leveson. Thomas Mitchell interprétera donc Colombo en 1962 dans une adaptation théâtre de ce même épisode, Perception, Murder. Ah bah si, c'est bon, c'est écrit, mes amis. C'est moi qui n'avais pas fait attention. Titre original et intégré, réutilisé pour le premier Colombo, joué par Flack. Voilà, donc notre personnage. Alors, la propre femme de Peter Falk, Shara Dance, est apparue dans 6 épisodes. Donc sa vraie femme dans la vie, mes amis. Dans 6 épisodes. La série, dans les rôles de Molly, dans l'épisode 2 en 1, ainsi que Eve Pulmer, dans l'épisode Meurtre à la carte, ainsi dans le rôle de Vanessa Bencini, dans l'épisode Portrait d'un assassin, Trish Bregman dans l'épisode Jeu d'ombre, Geraldine Ferguson dans l'épisode Colombo change de peau et Kellen Calvert dans l'épisode La griffe du crime. Alors, on m'a toujours demandé, et on a posé plusieurs fois la question, quel est le vrai prénom du lieutenant Colombo? À un moment, Peter Falk, dans un interview, dit que c'est tout simplement le lieutenant. Mais, si vous regardez dans certains épisodes, à détail, et quand il présente sa carte, il faut vraiment avoir l'œil, mes amis, et ben vous avez le vrai nom de Colombo. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur cela. Prénom. Le prénom de Colombo
Vietnam en anglais, américain, n'est pas indiqué explicitement, le personnage met toujours son grade en avant, celui de lieutenant Colombo. Lorsqu'il s'adresse à quelqu'un dans l'épisode 5, donc l'épisode 5 qui s'appelle Poids mort, Dead Witch en anglais, il a néanmoins possible, en faisant un arrêt sur image, de lire discrètement la signature. Et donc, il est indiqué sur cette signature, mes amis, Frank Colombo. Voilà. Donc, vous connaissez le prénom de Colombo, qui est donc Frank Colombo. Sur sa carte de police. Voilà. Mais il faut avoir le réflexe d'appuyer sur pause. Peut-être que maintenant, avec les séries remasterisées, et si les scènes les ont gardées, il y a possibilité de découvrir le prénom. Comme on dit, l'intention des acteurs de la série étant de ne jamais révéler son prénom. Il semble que ce Frank soit une création de l'axorisme de la série. On peut voir une photographie de la carte de Colombo sur la vision orcophone de l'article, ainsi que dans un épisode de la saison 5, une question d'honneur, Matter of Honor, où l'on découvre photographie de la carte de police, voilà, au début de l'épisode, au moment de l'accident de voiture, on y voit clairement écrit Frank. Dans l'épisode Meurtre au champagne, Dead Hit the Jackpot, qui est le titre en anglais, de la saison 11, le prénom est visible par 2 fois quand il présente sa carte. En outre, dans l'épisode Entre le crépuscule et l'aube, donc le titre en anglais c'est Build One Evelyn Night, le colonel Lim C. Rufford, interprété par Patrick McGowan, lui demande son prénom. Voilà. Mais Colombo étudie la question et répond: Ma femme est à peu près la seule à s'en servir dans l'épisode Meurtre aux 2 visages. Voilà. Lorsque Laurent Staton, interprété par Phil Deville, lui demande son petit nom, Colombo joue sur les mots, lui répond lieutenant. Ensuite, alors, l'origine familiale n'a jamais été mentionnée de Colombo. Là, je vois qu'il y a un petit article qui est écrit. Je vais vous le partager, étant donné que nous sommes à fond sur Colombo. Colombo est né à l'époque de la prohibition. Voilà, donc la prohibition désigne surtout la période de 1920 à 1933 aux États-Unis, pendant laquelle un amendement à la Constitution des États-Unis interdit la fabrication, le transport, la vente, d'importation, de l'exploration de boissons alcoolisées, si la prohibition étant dans les premières années de cet objet. Voilà, donc ça on connaît déjà à quelle période se passent en quelque sorte les épisodes de Colombo, à part ceux où ça se passe plus dans les années 80. Mais dans les années 70, on peut dire que ça peut se passer en cette période-là, mais c'est pas vraiment défini, comme je vous le dis. Voilà, je vous lis juste l'article. Dans la ville de New York, il y a un grand nombre de loin de Shinkawa. Les nombres de la famille dont la série nous donne connaissance
Son grand-père et ses parents, tous trois morts depuis ses 5 frères et une sœur morte qui était la mère de son neveu, Andy, dont il parle tant au fil des saisons. Son père portait des lunettes et faisait la cuisine, tandis que sa mère était à l'hôpital, enfantant à nouveau, voilà. Son grand-père le laissait fouler le raisin, voilà, fouler le raisin lorsqu'il fabrique son vin dans la cave, et il est d'origine italienne. Par ses 2 parents. On peut comprendre à divers détails au fil des épisodes qu'il a des origines modestes et que son train de vie n'est pas microbolant, comme on dit. Toutefois, dans l'épisode 23, Au-delà de la folie, voilà, Columbo évoque ses enfants et sa femme partis rendre visite à sa mère, à Fritzson, 17e minute, alors qu'en réalité, il n'a qu'une seule fille. Erreur de doublage à l'époque. Voilà. Vous ne pouvez pas faire du doublage correct non plus. Enfant et études. Le père de Columbo, qui n'a jamais gagné plus de 5 000 $ par an, lui a enseigné à jouer au billard, une obsession qui restera collée au futur de l'inspecteur. Loin d'être un enfant modèle, il cassait les lampadaires dans les rues, jouait au flippé et faisait partie d'une bande de marmottes, toujours à l'affût de la bonne blague à faire. Voilà. Il évoque dans l'épisode 21 que c'est peut-être pour rattraper toutes les farces qu'il a pu faire enfant qu'il est devenu policier. Le héros de son enfance était Joey DiMaggio. Il aime également les films de gangsters. Lors de ses études au lycée, voilà, il abandonne la chimie pour l'ébénisterie, où on lui connaît à l'époque une petite amie appelée Teresa. Mais on n'en a pas plus. Après, concernant la carrière pour ce personnage, après avoir tant fait son service militaire, dans la police militaire durant la guerre de Corée, Columbo entre dans la police de New York et assigne au 12e district, alors qu'en réalité, ce district a été supprimé en décembre 1916, voilà, par les autorités de la ville. Il est formé par le sergent Guy Hawley, sergent d'Anthony dans la version française, et en irlandais, qui tente de lui enseigner l'art de jouer aux fléchettes, mais aussi lui apprendre à réfléchir. Columbo devient ensuite policier de la brigade criminelle de Los Angeles, donc pour le petit symbole LAPD, et il est filmé principalement sur les lieux de crime ainsi que chez le meurtrier ou des témoins. Il se rend le moins possible au service médico-légal, ne supportant pas la vue des viscères et autres échantillons, voilà, que le médecin légiste tente souvent de lui montrer. Donc il a quand même son côté un peu cette peur un peu de sang, d'organes qui peut être dégoûtant, hein. À part dans les bons vieux films gore, hein.
Voilà, donc c'est rare que Colombo porte une arme et ne semble pas être une fine gâchette. Il prétend même avoir horreur des armes dans l'épisode, notamment celle de la femme oubliée. Il prend le risque de perdre son badge pour éviter d'aller au stand de tir. Mais en fait, quand vous faites la différence entre le Colombo jeune et le Colombo vieux et plus sage, on y découvre quand même une petite différence. On découvre Colombo actif à l'action, et plus tard, donc un Colombo vieux comme il représentait à l'époque, beaucoup plus sage et beaucoup plus perspicace dans ses enquêtes. Ensuite, mariage et famille. Il déménage à Los Angeles en 1958 et se marie en 1961. Une remarque de Colombo à la fin de l'épisode, quand le vin est tiré, est une autre au début de l'épisode Au-delà de la folie. Voilà. Montant qu'il a des enfants et il déclare à la 51e minute de l'épisode l'enterrement de Madame Colombo reste inexpliqué. Il y a une fille qui a quitté le domicile familial. Mais tout le reste de la série laisse penser le contraire, notamment le fait que Colombo, qui ne manque jamais de faire allusion à n'importe quel autre membre proche ou éloigné de sa famille préférée. Et mentionner un petit neveu, Andy, ou un petit cousin plutôt que ses propres enfants. Maintenant, nous allons parler d'une série qui pourrait faire référence un peu à ça, mais qui malheureusement n'a pas plu au public car ça n'a pas marché. Hein. Je pense quand ils ont fait cette série, c'était pour donner un peu ce côté un peu féministe, car on a eu une grande période féministe. Et quand il y a trop de féministes ou de woke des fois, ça crée un peu des soucis. Les gens, ils n'ont pas forcément envie de voir ça. C'est vrai qu'on a toujours marre de voir des hommes toujours méchants faire du mal aux femmes, etc. Voilà, ce stéréotype de trucs qu'on pourrait éviter. Oui, il y a certaines vérités sur ça, mais de placer tous les hommes dans le même schéma en disant oui, ils sont pas intelligents, ils sont méchants, c'est des violeurs, c'est machin. Non, stop, les femmes, stop. Il y a des bons et il y a des méchants. Voilà. Donc, dans la série Madame Colombo, le couple a une fille, Janice, et Kat Calhan, journaliste de son état, est censée avoir divorcé de son mari. Pourtant, même après ce divorce, Colombo continue à faire référence à sa femme. On peut en déduire qu'ils se sont remariés et qu'il y a une nouvelle femme, ou bien que cela fait partie du personnage policier, naïf, qui joue pour piéger ses adversaires, ou plus simplement qu'aucun effort de cohérence n'a été recherché entre la série de Madame Colombo, qui a vite été un échec, et la série originale. Voilà. Et ça, les amis, il fallait s'en douter que quand on veut faire cela et qu'il n'y a pas d'incohérence pour respecter les séries de l'époque, oui, ça floppe. Et c'était le cas pour Madame Colombo. Voilà.
Pour ajouter à la confusion, Columbo fait une adaptation surprise dans le Dan Martin célébrité Royal of Frank Sinatra, voilà, le 7 février 1978, où il demande à Sinatra, voilà, un autographe pour sa femme, lui demandant d'écrire simplement pour Rose. Il donne aussi le prénom de son beau-frère, George, dans l'épisode 5, Poids mort, Dead Wind, ainsi que celui de la nièce Marilyn, et pas Marilyn, Marilyn, la fille de sa sœur, de sa femme divorcée et remariée à un policier. Elle a 6 enfants dans l'épisode 45, The Conspirator. Il évoque un neveu champion de lutte et amateur de broderie, mais à la fin de l'épisode, il affirme que son neveu vient de remporter une compétition d'haltérophilie version française. À chacun son heure, voilà. Et le seul épisode où l'on peut voir un membre de sa famille, son neveu Andy, agent de police, interprété par l'acteur Thomas Calabro, est un épisode pour le moins singulière où la femme d'Andy, Melissa, interprétée par Jonah Gord, est enlevée le jour de leur mariage, obligeant Columbo à prendre l'enquête en main. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis. Et je vais vous repasser un autre extra, et après nous irons dans les caractéristiques physiques et signal particuliers. Voilà. Et notamment un chien de race Basset, similaire à celui de Columbo dans la série. Voilà, voilà. Et bien sûr, la fameuse voiture qu'on connaît tous, mes amis. Allez, un autre extra. Vous avez entendu l'enregistrement de ma conversation téléphonique avec Jerry Winters au moment où il a été tué. Ah oui, monsieur, mais il n'est pas difficile de deviner comment les choses se sont passées. Vous avez répondu à son appel de chez lui, sur une extension de ligne d'une autre pièce. Il vous avait appelé à votre domicile. Votre répondeur s'est déclenché et a tout enregistré comme si vous aviez répondu de chez vous. L'enquête a démontré que les coups de feu avaient été tirés de la pièce voisine, monsieur. Et si on n'a pas retrouvé d'empreinte digitale sur le combiné, monsieur, c'est parce que l'assassin les avait effacés avec le mouchoir qu'on a retrouvé. Vous savez, ce mouchoir maculé de produits de maquillage pour faire croire qu'il appartenait à un acteur. Donc, caractéristiques physiques et signes particuliers de notre lieutenant. L'inspecteur Columbo ne semble pas être en très bonne condition physique, comme le lui fait remarquer dans un épisode le meurtrier qui traque. Malgré
un patronyme dérivé à celui du grand navigateur Christophe Colomb. Voilà, l'inspecteur a facilement le mal de mer ainsi que le vertige. En outre, il sait pas nager. Il n'incarne donc pas le policier américain modèle comme peut l'être Ricky Hunter par exemple. De nombreux ressorts comiques du personnage proviennent de ses habitudes. Il porte invariablement une chemise de couleur crème ou jaune pâle, une cravate sombre et fine et des chaussures élimées. Il est vêtu d'un imperméable très usé qui lui arrive aux genoux, d'une couleur pâle variante entre le blanc cassé, le beige et le gris sale, au plus de son carnet de notes et d'un crayon. Ses poches sont souvent remplies de cigarettes. Voilà. Non, de cigares, pardon, c'est mieux quand même. De cigares, voilà. Étant mâchouillé ces dernières fois où les laisse allumer, quitte et à enfumer ses interlocuteurs, il peut aussi avoir mis des œufs durs dans ses poches. Assez original pour un personnage. Il conduit une voiture Peugeot 403. Décapotable gris, voilà, une décapotable gris, dont il note presque jamais le capot. L'état de la voiture se dégrade au fur et à mesure de l'évolution de la série, au point d'avoir un aspect délabré, constraitant, de manière comique, avec les véhicules sont souvent luxueux de ses interlocuteurs. Dans plusieurs épisodes, il est accompagné de son chien Basset Holt, donc Basset Holt, qui s'appelle le chien. Il n'a pas de nom, ce chien, il l'appelle le chien. À défaut de lui avoir trouvé un prénom qui le fasse réagir, débattu dans l'épisode, voilà. Symphonique en noir, d'une manière générale, l'animal n'obéit à aucun ordre qu'il reçoit. Il entre en conflit avec son maître lorsqu'il est laissé seul dans la voiture, voilà. Colombo Colombo doit intervenir pour soit le faire taire, soit l'empêcher de soulier, voilà, de soulier les sièges. Donc on a compris, le chien qui se sent tout seul, le chien qui va faire pipi sur les sièges, quoi. En quelque sorte. Voilà. Il évoque fréquemment, voilà, sa femme pour justifier certaines de ses conclusions, par exemple les horaires de tournée, des glaciers ambulants dans l'épisode le grain de sable, la présentant comme la campagne idéale. Celle-ci n'apparaît cependant jamais physiquement dans la série. Un épisode a même pour thème une tentative d'empoisonnement de Madame Colombo sans jamais la montrer physiquement. Colombo évoque
également d'autres membres de sa famille au cours de la série. Beau-père, neveu, sœur, parents, etc. Concernant la voiture, alors c'est Peter Falk lui-même qui jeta son dévolu sur la Peugeot 403 cabriolet. Les producteurs lui demandent le choix d'un véhicule. Il se rend chez un concessionnaire chez lequel aucune des voitures exposées ne le séduit. Il tombe alors par hasard sur cette Peugeot 403 de l'acteur français Roger Pierre, qui était alors en voyage aux États-Unis en volant de la voiture personnelle, un modèle dont il ignore tout à l'époque. Voilà. Alors, ce n'est pas un mais ou moins 3 ou 4 cabriolets Peugeot 403 qui furent utilisés au cours de la série Columbo. La voiture apparaît pour la première fois en 1971 dans l'épisode Le livre témoin. Voilà. Et le titre en français c'est Mother Beats Book. Elle est immatriculée 044 APD dans la première série, puis devient 448 DBZ dans la deuxième série de la première. Voilà. La 403 est une vraie cabriolet, hein, alors qu'une partie au moins des 2 ou 3 autres étant des berlines recarrossées pour les besoins de la série. Dans l'épisode Requiem pour une star déchue, Columbo entend la remarque comme quoi il pourrait s'offrir une autre voiture. Il répond en avoir déjà une autre, mais que c'est sa femme qui l'a conduit. Dans l'épisode Criminologie appliquée, on découvre que sa femme a une Ford Falcon de 1968. Cette Peugeot 403 cabriolet est le même modèle que celui utilisé par Jean-Paul Belmondo dans le film La sirène du Mississippi, sorti en 1969. Voilà mes amis ce que je peux vous dire sur justement Columbo. Voilà. Série de Madame Columbo, pour en reparler viteuf, on n'a jamais vu la femme de Columbo dans la série originale. Dans l'épisode Votez pour moi, Columbo demande à un sénateur et à un autographe au nom de Madame Columbo. Les auteurs de la série jouant constamment sur cet omniprésent, invisible, de très nombreux indices permettant de retracer en ce biographe et à la personnalité de la femme. Par exemple, dans l'épisode Quand le vin est tiré, Columbo excuse l'absence de sa femme au dîner avec Adrienne Cassini, interprété par Donald Pleasence, par le fait qu'il n'avait personne pour garder les enfants. Dans Exercice fatal, il dit qu'elle a tendance à l'embonpoint et qu'elle n'a jamais eu la ligne de ce qui ne la dérange pas, car il préfère les femmes et bien en chair. Voilà. Dans l'épisode La femme oubliée, il prétexte que la femme est légèrement grippée et qu'elle n'a pu se rendre avec lui à l'invitation de Grace Wheeler Willis.
La série Madame Colombo a été créée en 1979. Le personnage de Madame Colombo se prénomme Katie et le couple a une fillette unique prénommée Janie Colombo, n'apparaît jamais avec son épouse. Chaque épisode montre Madame Colombo résolvant une énigme criminelle par le biais de son travail de journaliste. Les connexions avec la série originale Colombo ont été rendues évidentes. La voiture de Colombo est présente dans l'allée. Le chien apparaît dans les épisodes de Madame Colombo, vide régulièrement les cendriers, voilà, contenant les mégots des cigares de notre cher policier. Le mari de Kat est inspecteur de police, voilà. Ayant reçu une très mauvaise accueil, la série a été arrêtée au bout de 13 épisodes seulement. Et elle a déçu les inconditionnels de la série originale, car Madame Colombo était divorcée de l'inspecteur Colombo. Et comme de nombreux épisodes de la série montraient l'inspecteur parlant de sa femme, il était tout simplement imposable qu'il fût divorcé. Voilà mes amis, pour revenir sur cette série, de pourquoi et de ce qui n'a pas été mentionné ou ce qui a été transformé pour essayer de toucher un public de Colombo en général. Voilà. Maintenant, avant de terminer la vidéo, même si je vous ai montré très peu d'extraits, parce que même si c'est des séries assez vieilles, je pense qu'il doit y avoir des droits d'auteur sur certains trucs. Donc je vous ai montré que quelques trucs, j'espère qu'ils ne me quelques secondes que je laissais, ils ne m'embêteront pas, YouTube, parce que la politique de YouTube, des fois mes amis, c'est pas terrible, ils pourraient faire des efforts quand même, malgré qu'on fait quand même du contenu et qu'on essaye de plaire au public, voilà. Donc maintenant nous allons terminer avec Peter Falk et sa biographie, voilà, pour terminer l'émission. Comme ça, ce spécial Conte de la Crypte, spécial Colombo et Peter Falk sera terminé. J'espère que vous aurez passé un beau moment. Peter Falk est un acteur et producteur américain, né le 16 septembre 1927 à New York. Il est mort le 23 juin 2011 à Beverly Hills, en Californie. Il est principalement connu pour avoir incarné le lieutenant Colombo dans la série télévisée du même nom de 1968 à 2003. Il a également un des acteurs fétiches du réalisateur John Cassavetes, dont il a été un ami proche. Le 25 juillet 2013, il obtient un titre posthume, son étoile à Hollywood Walk of Fame. Biographie de l'acteur, enfance et études. Peter Michael Falk né le 16 septembre 1927 dans le Bronx à New York, dans une famille juive, fils unique d'un père d'origine russe et d'une mère d'origine polonaise et tchèque. Atteint malheureusement d'une tumeur maligne, rétinoblastome, à l'âge de 3 ans, il perd son œil droit et doit porter un œil de verre. La légende veut que lorsqu'il était enfant, il retira son œil pour l'offrir à un adepte de baseball en lui lançant, tu en as plus besoin que moi.
Il entre à l'Oxeling Night Show à New York où il fait ses études secondaires. Il connaît sa première expérience sur les planches remplaçant au pied levé, un acteur malade dans le rôle d'un détective après l'école secondaire en 1945 à 1946. Il travaille pendant 18 mois comme cuisinier dans la marine marchande, puis il intègre l'université de Syracuse où il obtient en 1951 une licence Bachelor of Arts de sciences politiques à la New School of Social et en 1953 une maîtrise Master of Arts et admiration publique. Il échoue lors d'un entretien d'embauche à la CIA et entre 1953 à la direction du budget du Connecticut, Connecticut State Bureau comme conseiller à la productivité management analyst. Début de carrière. À 29 ans, après avoir suivi des cours de théâtre avec Eva Le Galline à Wallsport et débute avec les Mark Twain, Mark Chet. En 1955, Peter Falk abandonne son travail, s'installe à New York pour devenir comédien. Il joue sur scène en 1956 Don Juan de Molière. Il suit quelques cours en 1957 avec Jacques Landau et Safford Masnier. Il fait sa première apparition sur le petit écran en 1957 dans un épisode de la série Robert Montgomery présente, sur à l'époque NBC. Après être passé par d'autres émissions télévisées dont Studio One et Café Télévision Théâtre, il fait ses premiers pas au cinéma en tournant sous la direction de Nicolas Ray dans le drame La forêt interdite de 1958. Très vite, il décroche un rôle important dans le drame policier The Secret of the Purple Reef de William Winter, avec de tenir le rôle principal de Kit Twist dans Crime, Société Anonyme de Stuart Rosenberg en 1960. Donc en 1960, ce film lui vaut une première nomination aux Oscars dans la catégorie des meilleurs acteurs de second rôle. Il est aussi remarqué dans les seconds rôles dans la série Les Incorruptibles. C'était un beau gosse quand même, jeune, notre Columbo, voilà, notre Peter Falk. Il apparaît ensuite dans l'épisode de la série After Hitchcock présente, qui dans un épisode de la 4e dimension en 1961. Il joue la même année dans la comédie de Frank Capra, Milliardaire pour un jour, voilà. En 1961, nommé voilà, une seconde fois aux Oscars, il attire l'attention du public et des professionnels. Il tourne consécutivement 3 comédies. Voilà, Un monde de fou de Stanley Kramer en 1963,
Suivi les 7 voleurs de Chicago de Gordon Douglas en 1964 et la grande course autour du monde de Blacker Edward en 1965, mais c'est grâce à la télévision qu'il va devenir une star mondiale. Et il avait fait aussi quelques films où on le voit apparaître aussi dans le film Le Cluedo, à côté de Christopher Lloyd et de d'autres acteurs aussi. Il a un petit rôle dans ce film, mais ça fait toujours plaisir de le voir autre que dans Columbo. Voilà. Donc, c'est le succès pour lui et on lui propose le rôle de Columbo. Donc, le 20 février 1968, le lieutenant Columbo, policier, un peu brouillon, mais enquêteur de génie, vêtu d'un imperméable fatigué, évoque fréquemment sa femme qu'on ne voit jamais arriver sur le petit écran, sous les traits de Peter Falk, à l'occasion d'un téléfilm inculpé de meurtre. Le succès incite la production à créer en 1971 une série qui durera 7 saisons. Le personnage manque désormais de carrière de l'acteur au point de faire passer au second plan tous ses autres rôles pendant 35 ans. Voilà. Peter Falk joue dans 69 épisodes. On réalise Une ville fatale en 1972. En scénariste autre et un autre, Le meurtre aux 2 visages en 1993 et en production ou coproduit 23, de 1989 à 2003. La dernière enquête de Columbo date de 2003 avec l'épisode Columbo mène la danse. Son interprétation permet à Peter Falk de remporter de nombreuses Emmy Award et Golden Globe, le succès mondial de la série est dû essentiellement à ses présentations d'acteurs et ses mimiques devenues mythiques. Et je dirais même mystiques. En France, l'aura de la série est encore renforcée par le doublage du personnage par Serge Sauvignon. En tout, Columbo aurait attiré plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Dans son livre, l'acteur déclare « Dieu ne destine aucun homme à être connu par 2 milliards de ses semblables. » Au sujet de sa voiture. Dans un reportage TV Magazine publié en mars 2000, la journaliste Elisabeth Perry recueille ses propos de l'acteur dans sa ville californienne. Il dit avoir trouvé sa Peugeot abandonnée sur un parking des studios d'Universal. Voilà. Délaissant une 50aine de voitures trop lustrées qui se trouvaient à l'étage supérieur, il choisit celle qui correspond mieux à son vieil imperméable à l'étage inférieur, devant la désapprobation des producteurs, et explique qu'un flic, même à Los Angeles, ne gagne pas beaucoup et qu'il doit donc faire avec son salaire. Une histoire française non confirmée, une légende, dit la Peugeot 403. Ensuite, décapotable, voilà, donc décapotable, modèle de 1959, et la voiture personnelle de Roger Pierre, duelliste de Jean-Marc Thibault, apporté lors d'un déplacement aux États-Unis, et que le producteur a racheté le véhicule
et s'en procure d'autres exemplaires qui figurent par la suite dans d'autres épisodes de la série, mais cela n'a jamais été confirmé par Roger Pierre ni par Peter Falk et ne semble pas du tout cohérent compte tenu des différents et coûts de déménage d'une voiture aux USA et l'abandonne sur le parking à cause de son mauvais entretien. Cette voiture exotique, les Peugeot étaient pourtant importés aux États-Unis à l'époque, mais en petit nombre, lui cause des problèmes à chaque épisode. Aujourd'hui, la cabriolet 403 Peugeot sont du fait de leur rareté des voitures de la collection très prisée. Au sujet de sa femme. La veuve la plus célèbre du monde restera à jamais anonyme, écrit Jean-Emmanuel Nicolo Bergerac dans le HuffPost. Un hommage après la mort de l'acteur. Voilà. Elle est évoquée dans chaque épisode, mais n'apparaît jamais à l'écran. Il est dit d'elle qu'elle fait un régime, aime la musique, les mots croisés, la peinture, le sport et les productions de beauté. Au sujet de son imperméable, selon l'acteur interrogé par Télérama en 1998, il aurait acheté son imperméable en 1966 à New York, sur la 51e rue, et jour de pluie. Il s'agit en fait d'une gambadine. Il la porte à toute occasion dans tous ses épisodes, même par forte chaleur. C'est l'intérieur de ses poches qui cherche ses notes et ses œufs durs dans un hommage à l'acteur disparu. L'article du journal Samuel Doré pour Télérama est titré Peter Falk, impair et trépasse. Alors, au sujet du chien, il s'agit d'un Basset Houst. Il fait son apparition à la 2e saison de la série. Selon Richard Levinson et William Link, les fondateurs de la série, scène après scène, ils demeuraient complètement inertes. Lorsque le premier chien meurt, la production maquille le suivant pour le rendre plus jeune. Peter Falk, d'abord réticent, l'adopte et l'appelle le chien. Ensuite, autre rôle que l'acteur a joué, Peter Falk ne délaisse pas pour autant le cinéma, avec une prédilection pour les films d'auteur. En 1970, il tourne dans Earthbound, qui marque le début d'une longue collaboration avec John Cassavetes, une femme sous influence. En 1974, Mike and Nick. En 1967, Big Trouble. En 1985, la complicité entre les deux hommes éclipse leur concurrence d'acteurs, ce dont témoigne Peter Falk. John reflète tous les rôles que je voulais. Il bossait surtout les projets télévisés, 2 ou 3 gars comme lui reflétant tout pendant ce que le reste d'entre nous attendait et récupérait les miettes. Voilà. La collaboration avec John
Cassavetes sur le tournage de Husband, film qui n'aura qu'une histoire d'amitié entre 4 hommes, n'est pas simple comme le reconnaît Peter Falk. J'étais très contrarié, je ne comprenais rien à ce que John faisait ou à ce qu'il voulait, voilà. Et concernant la méthode de travail du réalisateur, Cassavetes est précis. L'un des sourires que John avait avec les acteurs, c'est qu'il voulait qu'ils se débarrassent de leur expérience, de leur technique, de tout ce qu'ils savaient et de tout sur quoi ils s'appuyaient. Restera de cette aventure humaine une amitié indéfectible avec les auteurs et les autres acteurs principaux du film, John Cassavetes et Ben Gazzara. Ensuite, en 1987, il est le grand-père narrateur de la comédie The Princess Bride de Rob Reiner. Il tourne également 2 fois sous la direction de Wim Wenders en 1987 dans Les Ailes du Désir, dans son propre rôle, voilà. Et en 1993 dans Si loin, si proche. En 2000, il incarne le père de David Paymer dans Enemy of Lottering de Joey Travolta. En 2002, il est l'affiche Dancepuden, drame, voilà, Dancepuden, voilà, drame sur l'univers de la boxe au milieu carcéral, réalisé par Walter Hill, dans lequel il tient le rôle de Mandy Ripstern, un vieux gangster qui organise un combat entre Wesley Snipes et Ving Rhames. Et nous arrivons, mes amis, à la fin tragique de notre acteur. Voilà. Fin de vie et mort de Peter Falk. Alors, en 2003, à la suite de l'arrêt définitif de Columbo, l'acteur plonge dans une dépression qui réveille la maladie d'Alzheimer dont il souffre déjà depuis quelques années. En 2005, il joue néanmoins aux côtés de Laura Sanciamo et David Paymer dans la comédie Jeff Arm et Chicken Hoot, puis en 2007 dans Next de Lee Tamori avec Nicolas Cage et Julianne Moore et Jessica Biel. À partir de 2008, il est victime de crises de démence régulières. L'une d'elles est médiatisée par un paparazzi qui le photographie gesticulant et interpellant des passants à voix haute dans une rue de Beverly Hills réputée pour sa dangerosité. L'une de ses 2 filles adoptives, Catherine Falk, détective privée et assistante de post-production, dépose fin 2008 une demande de mise sous tutelle de son père, requête tout d'abord rejetée par le tribunal. Le 1er juin 2009, le tribunal de Los Angeles prononce finalement la mise en source curatelle et son épouse est
nommée curatrice. Le 23 juin 2011, Peter Falk meurt d'une pneumonie dans sa demeure à Beverly Hills. Sur le marbre de sa tombe est écrit: je ne suis pas ici, je suis à la maison avec Shera. Donc je répète, mes amis, je ne suis pas ici, je suis à la maison avec Shera. Et en anglais, c'était I'm not here in the room with Shera. Voilà, donc c'est ce qui était écrit sur sa tombe. Voilà. Vie privée. En 1960, il épouse Alice Mayo. Rencontre à l'université de Santa Cruz. Il adopte 2 filles, Jacqueline et Catherine. Il divorce en 1976. Le 7 décembre 1977, il épouse l'actrice Shera Dance entre 1976 et 1997. Celle-ci joue dans 6 épisodes de Colombo. Voilà, mes amis. Distraction, interrogée par le journaliste Elisabeth Perrin en mars 2000 pour TV Magazine, Peter Falk parle de sa passion pour le dessin. Il travaille au crayon, au fusain et à la sanguine et à la question: êtes-vous un homme heureux? Il répond: oui, je peux le dire. Et je le sais encore plus demain si je fais un bon dessin. Hommage, donc l'astéroïde, alors ça c'est l'astéroïde, donc ça je n'étais pas du tout au courant. L'astéroïde 231 307 Peter Falk, découvert en 2006, a été nommé en son honneur. Abus de la peste. Au bout de la rue de Misak, Falk a une statue de Peter Falk et des érigés. En 2014, la rue tient son nom d'un interlocuteur hongrois. Voilà. Que les rumeurs insistent, mais jamais confirmées, lui attribuant pour ses aïeux. Voilà, mes amis, vous connaissez donc la carrière de Peter Falk, ainsi que de son personnage Colombo et des quelques films qu'il a fait. C'est la fin de l'émission. J'espère que vous aurez passé un beau moment avec moi, avec toute cette lecture. C'est vrai, ça fait de la lecture, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur cet acteur. Voilà. Je vous dis à la prochaine, pour d'autres vidéos sur Fenris TV. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous perdurez avec moi et que mes vidéos continueront à vous divertir et vous plairont. Voilà. Et il est temps de se dire à bientôt et à la prochaine pour la prochaine. Salut, prenez soin de vous et à très bientôt. Bon dimanche pour ceux qui regardent la vidéo et bonne semaine pour ceux qui commenceront leur semaine. Voilà. Salut les amis, salut les abonnés. À très bientôt. J'ai eu des pareils. Quand je parle des empreintes, je ne parle pas du tout de vos empreintes, mais de celles du chimpanzé.
Je n'ai pas trouvé ces empreintes digitales sur la poignée d'une porte, monsieur. Je ne les ai pas non plus trouvées sur le réfrigérateur. Et je ne les ai pas trouvées sur le lavabo. Mais sur cette médaille qui était autour de votre cou.